Chapitre 9. Du courage. Si les animaux ne faisaient que suivre un programme génétique figé, tous les individus d'une espèce réagiraient de la même façon dans une situation donnée. Une certaine quantité d'hormones serait sécrétée qui provoquerait les comportements instinctifs correspondants. Or, ce n'est pas le cas, comme vos animaux domestiques vous l'ont peut-être montré. Il y a des chiens courageux et des chiens peureux, des chats agressifs et des chats très doux, des chevaux craintifs et des chevaux coriaces. Chaque animal développe son caractère en fonction de ses prédispositions génétiques et, surtout, de l'influence de son environnement, donc de son vécu. Notre chien Barry, par exemple, avait la trouille. Comme je l'ai déjà dit, il était passé entre les mains de différents propriétaires avant d'arriver chez nous. Jusqu'à la fin de ses jours, il a eu peur qu'on l'abandonne et se montrait toujours très nerveux quand on l'emmenait en visite dans la famille. Comment savoir, quand on est un chien, si l'on ne va pas, une fois de plus, se débarrasser de vous ? Sa nervosité se manifestait par un halètement constant, si bien que nous avons finalement préféré laisser notre chien malade du cœur, tout seul, quelques heures à la maison, plutôt que de l'emmener avec nous. À notre retour, il nous était facile de vérifier si Barry était détendu. Comme il était devenu sourd avec l'âge, il ne nous entendait pas rentrer et poursuivait son petit somme jusqu'au moment où, sentant le parquet bouger sous nos pas, il ouvrait un œil endormi. Barry n'était donc pas un exemple de courage. Or, c'est cette qualité qui nous intéresse et c'est en forêt que nous allons la trouver. J'ai un jour vu un faon qui avait franchi une clôture en compagnie de sa mère se montrer justement très courageux. J'avais autrefois fait installer des clôtures sur un terrain où une futaie d'épicéas avait été renversée par un ouragan. Pour faire pousser à la place une forêt aussi naturelle que possible, les ouvriers forestiers avaient planté de petits feuillus. Or, il fallait protéger ceux-ci de l'avidité des herbivores. C'est pourquoi j'avais fait poser des clôtures grillagées de 2 mètres de haut, derrière lesquelles poussaient les semis de chênes et de hêtres. Lors d'une autre tempête, un épicéa voisin tomba sur l'une de ces clôtures, qu'il plaqua au sol. Des chevreuils et la fameuse biche avec son faon empruntèrent la brèche qui menait tout droit au pays de Cocagne. Pas un randonneur ne les dérangeait et ils purent se jeter tranquillement sur les délicieuses pousses des feuillus convoités. Pour moi, la situation était bien différente. La coûteuse clôture ne servait plus à rien et la perspective d'avoir un jour des hêtraies et des chênaies à peu près naturels était repoussée pour des lustres. Je me mis donc aux trousses des hôtes inopportuns en compagnie de ma chienne, Maxi, un petit épagnol de Münster, pour tenter de les faire sortir. J'ouvris une porte située dans un angle de manière à ce que les animaux poussés à l'intérieur le long du grillage puissent prendre la fuite par cette issue. Fuir s'imposait de fait pour eux, car Maxi entrait en action. La chienne, qui suivait mes signaux à 100 mètres, se mit à filer ici et là pour fouiller le moindre buisson. Les chevreuils enfilèrent la porte à côté de moi, avant d'entrer de nouveau dans l'enclos 20 mètres plus loin, en s'y faufilant sur le ventre par une toute petite brèche. Nous n'eûmes pas plus de succès avec la biche et son faon, à cause de ce dernier cette fois-ci. Sa mère essaya de le faire sortir au galop. Maxi, les chassant ventre à terre dans la bonne direction. Mais c'en fut trop pour le faon. Il se retourna et, menaçant, se mit à courir en direction de la chienne. D'ordinaire, Maxi était très courageuse et n'avait quasiment peur de rien. Mais un faon qui se précipitait sur elle, elle n'avait jamais vu ça. Déconcertée, elle s'arrêta, tandis que le faon, lui, continuait d'attaquer, si bien qu'elle finit par déguerpir. Il n'y avait plus rien à faire. Les animaux purent ce jour-là rester à l'intérieur. Mon chien n'inspirait plus aucun respect et je ne pus qu'esquisser un sourire. Moi non plus. Je n'avais jamais vu un jeune animal aussi courageux. Il avait bel et bien fait preuve de courage, car c'est sa mère qui aurait dû s'interposer et tenir l'agresseur à distance de son petit.
Mais qu'est-ce que le courage au fond? Voilà encore une notion pour le moins floue et changeante. Essayez donc d'en donner une définition comme ça, au pied levé. Même si une tendance se dégage, on fait preuve de courage lorsqu'on accomplit, en dépit d'un danger identifiable, un acte reconnu comme important. Au contraire de la fougue, le courage est considéré comme une qualité, et en ce sens, le Faon a sans doute fait ce qu'il avait de mieux à faire. Les grives litornes, dont j'ai déjà parlé, qui couvent dans les vieux pins près de chez nous, sont tout aussi courageuses. Quand la corneille noire, leur ennemi juré, fait son apparition, elles ne la laissent pas s'en prendre à leur poussin sans rien faire. Dès que l'oiseau redouté s'approche de la colonie, elles l'attaquent avant même qu'il se pose. Les grives encerclent bruyamment l'intrus, pourtant bien plus gros qu'elles, et fondent sur lui en vol piqué. La corneille aurait beau jeu de repousser les petits passereaux en colère, ou même de les blesser gravement. Mais l'attaque résolue, souvent soutenue par des congénères venus en renfort, déconcerte à tel point la corneille qu'elle se met à faire des zigzags pour esquiver. L'opération l'éloigne peu à peu du nid, et c'est ce que veulent les grives, et semble beaucoup l'énerver, si bien qu'en général elle bat en retraite au bout de quelques minutes, puis quitte les parages. Les grives litornes sont-elles courageuses, ou se contentent-elles de suivre un programme génétique de réponse à l'ennemi? Un peu des deux, comme dans toute situation comparable, et y compris pour nous sans doute. Toutes les grives ne se montrent pas aussi résolues, ni surtout aussi persévérantes. La distance sur laquelle la corneille est poursuivie et la violence des attaques en vol piqué diffèrent d'un oiseau à l'autre. Alors que telle grive peureuse ne s'élance que mollement, telle autre est assez brave pour faire fuir la corneille sur plusieurs centaines de mètres. Les moins vaillants sont-ils pour autant désavantagés? Niels Dingemans et son équipe de l'Institut Max Planck d'ornithologie ne sont pas de cet avis. En étudiant le caractère des mésanges charbonnières, ils ont découvert que les timides s'entendent mieux avec leurs congénères. N'aimant ni les disputes ni les grands rassemblements, elles préfèrent vivre en petits groupes d'individus partageant les mêmes goûts. Les oiseaux timides, plus lents et plus calmes, mettent beaucoup de temps à se mettre en mouvement. Du coup, ils découvrent des choses qui échappent souvent à leurs congénères courageux et rapides, telles des graines oubliées de l'été précédent. Dans la mesure où courage et timidité ont l'un et l'autre des avantages et des inconvénients, les deux traits de caractère ont pu se maintenir jusqu'aujourd'hui chez les animaux.